Salut Reddit. Ce n'est pas Doctolib Psy ici, je sais, mais c'est gratuit et j'ai besoin de poser ça quelque part avant d'exploser. J'ai 20 ans, je suis en L2 à Montpellier, et j'ai enterré ma mère il y a quelques jours à Nantes. Elle avait 45 ans. J'écris enterré, mais dans ma tête tout flotte. L'église, la salle paroissiale qui sent le café froid et la cire, les gens qui serrent fort, les roses blanches. Et au milieu, le type qui a allumé la mèche, mon père, très vivant, très sûr de lui, avec Nina au bras. Oui, l'ami d'enfance de ma mère. Franchement, on n'a pas idée. Tout a commencé par un coup de fil de ma tante, la sœur de maman. Il était 22 heures, j'étais en plein partiel blanc, le nez dans un poli de droit consti. Elle pleurait si fort que j'ai cru à un accident de voiture. En vrai, c'était pire parce que ça ne se répare pas, infarctus. Ma mère au CHU de Nantes, cardiologie. J'ai rappelé mon père. Il m'a sorti, d'une voix plate, qu'il avait discuté, elle s'était un peu emballée. J'ai senti ma nuque se raidir. J'ai poussé, jusqu'à ce qu'il admette. Il lui avait avoué qu'il était amoureux de Nina, qu'il ne l'aimait plus elle, qu'il fallait être adulte. Et il disait ça sans remords, presque avec du relief. J'ai hurlé, il m'a raccroché au nez. J'ai balancé mon ordi dans mon sac, pris le premier TGV à l'aube, et je suis allé direct chez ma tante, pas chez eux. Je ne voulais pas voir sa maison. La semaine à l'hôpital a été une succession de couloirs trop blancs, de bip-bip, de brassards qui se gonflent, de tisanes laissées refroidir. Je me relayais avec ma tante pour rester avec maman. Elle pleurait tout le temps, la tension partait en vrille au moindre mot qui la ramenait à lui. Les médecins ont été clairs, elle avait un terrain fragile, la tempête a fait le reste. Le 7e jour, elle est partie. Un deuxième infarctus, propre, définitif. On a fait tout ce qu'on a pu. J'ai hoché la tête comme si j'avais compris. En vrai, je n'ai rien compris. Je suis sorti, je me suis assise par terre entre deux portes coupe-feu, et j'ai pensé, il l'a tué. Pas avec une arme, pas directement, mais il l'a tué. Je rejoue tout en boucle et j'entends encore ma mère, quelques semaines avant, me dire sur WhatsApp, « Ton père agit bizarre, j'espère que ce n'est rien. » Elle nous aimait d'une force, elle avait renoncé à tout pour nous quand elle avait 20 ans, lui faire ses pâtes préférées, tenir la maison pendant qu'il faisait carrière, porter les anniversaires, les kermesses, les associations. Elle dirigeait des collectes pour les restos, elle organisait des maraudes, elle dépannait les voisins pour les dossiers CAF et les CV, elle donnait du temps comme on donne du pain. Et lui, il l'a remplacé par son premier sourire venu du passé, la copine de cours de récré qui a su revenir au bon moment. Le funérarium a été un défilé d'épaules, de mains, de petits mots. On avait préparé avec la paroisse, la lecture, les photos projetées, sa chanson la javanaise, elle aimait la chanter faux en cuisinant. Il y avait du monde, plus de 200 personnes, des anciens collègues, des bénévoles, des voisins. Et puis, comme dans un film mal écrit, mon père est entré. Avec Nina. Bras dessus, bras dessous. Elle reniflait bien fort, mouchoir en papier posé comme un accessoire. Lui tenait le dos, très protecteur. J'ai senti tout l'air se retirer de la nef. Ma tante s'est levée la première, dehors. Les cousins derrière. Les gens se sont figés. Mon père a levé la main, ton de prêche, on est venu honorer sa mémoire. Vous allez pas faire un scandale, si? Elle aurait voulu que je sois là. C'est sorti de ma bouche sans que je décide. Tu es littéralement la raison pour laquelle elle est morte. Lui, d'un calme glaçant, elle est morte de son cœur, pas par ma faute. Et la leçon par-dessus, ta mère ne t'a pas appris à être irrespectueuse. J'ai eu une seconde où j'ai visualisé ma main partir. Je ne l'ai pas fait. Ce sont mes grands-parents paternels qui ont pris le relais, et ce fut spectaculaire. Ma grand-mère, petite dame qui sent la lavande et fait des fards bretons, lui a dit avec une voix de marbre, hors de ma vue. Tu me fais honte. Mon grand-père a ajouté, net, tu vas être retiré de notre testament. Tu ne remettras jamais les pieds chez nous. Je ne savais pas qu'ils avaient ce ton-là en réserve. Eux adoraient maman comme une fille. Les parents de maman sont morts jeunes, alors ils avaient été ses repères. Je pense que papa est venu ce jour-là pour 2 raisons. Se donner le beau rôle, vous voyez, c'est sérieux, elle acceptait, et parce qu'il voulait s'informer sur le testament. Il a vite appris, il n'y était pas. Ma tante et le notaire avaient déjà posé les choses. Quand mon grand-père lui a dit en plus qu'il serait sorti du leur, il a fait son offusqué, a essayé de discuter, et a fini par quitter l'église sous un couvercle de regards qui disaient tous la même chose, dehors. J'aurais juré, en regardant les rangs, que sur 200 personnes, 198 avaient envie de lui claquer la porte au nez. Après la messe, pendant que la salle paroissiale bruissait de café et de tu te souviens quand, j'ai traversé la cour avec mon téléphone et j'ai appelé le notaire de maman. Puis, sur son conseil, une avocate en droit des successions. J'ai demandé une mise en demeure de quitter les lieux adressés à mon père, par huissier,
pour la maison de maman, maison de mon enfance à elle, où il s'était rincé tout l'hiver pendant qu'elle était à l'hôpital. J'avais la voix stable. C'est venu de quelque part en dessous de la douleur. Je voulais qu'il sorte. Tout de suite. À partir de là, il a commencé à me harceler. SMS, vocaux, tu m'as humilié, tu as laissé les autres m'humilier, tu dois t'excuser. Il en voulait aussi à ses parents, qu'ils restent en dehors de mes affaires personnelles. Il répétait cette phrase comme un régulateur cassé. Quand l'huissier lui a remis la mise en demeure, le ton a glissé. On a peut-être surréagi tous les deux. Calmons-nous et voyons-nous. Traduction. Il a compris que je n'étais pas seul, que ce n'était pas un caprice, que le droit existait et qu'il n'aurait pas la maison par intimidation. Il a même lâché sa puante petite phrase du funérarium. Je vivrai dans la maison avec ma femme. Il dit ma femme. J'ai envie de vomir, et on créera de nouveaux souvenirs. Comme ça, ta mère sera présente dans ma vie. Oui, il pense que les gens vont gober ça. Je fais une parenthèse, parce que c'est important. Si papa était convaincu d'être dans le testament de maman, c'est parce qu'il croyait qu'elle n'aurait pas le temps de changer quoi que ce soit. Il ne savait pas, je ne savais pas non plus, qu'à l'hôpital, lucide, elle avait demandé à voir un notaire. Ma tante a organisé. Le notaire est venu au chevet, l'assurance vie a été actualisée, le testament aussi. Maman n'a pas voulu me mêler à ça, pour ne pas me stresser davantage. Elle a fermé toutes les portes qu'elle pouvait fermer, pendant qu'elle en avait encore la force. Et puis il y a le détail qui me raie le cerveau, le message qui a, selon ma tante, déclenché le deuxième infarctus. Mon père a écrit à l'hôpital pour réclamer la bague de fiançailles familiale, celle de son arrière-grand-mère, parce qu'il comptait la donner à Nina. Je n'arrive pas à mettre des mots propres dessus. Je n'arrive pas à comprendre quelle sorte d'homme regarde une femme en réa et tape ce SMS. Je me demande ce qui se passe dans la tête du bon Dieu quand il laisse des trucs pareils circuler, et je m'en veux de penser ça, mais voilà. Depuis l'enterrement, je me suis senti vide au milieu de beaucoup de monde. J'avais mes cousines qui venaient avec des quiches et des fleurs, mes copines de prépa qui faisaient des allers tournantes, Montpellier rien que pour me voir respirer, les voisins qui passaient avec des gâteaux. Et malgré tout, il y a cette solitude poisseuse que je ne souhaite à personne. Je me suis surprise à me dire « je suis orpheline ». C'est vrai, d'une certaine manière, l'une est morte, l'autre est mort pour moi. Mes grands-parents paternels sont venus un après-midi chez ma tante. On a bu du thé à la menthe, on a sorti des boîtes de photos. Ma grand-mère a raconté la première fois où maman avait fait un phare breton qui avait coulé. Elle en rigolait elle-même. Mon grand-père se souvenait de la première voiture achetée en commun pour aller voir la mer en novembre même si on se pèle. À la fin, ils m'ont regardé droit. On voulait te le dire nous-mêmes. Nous allons retirer ton père de notre succession et te désigner à la place. Ce n'est pas pour te charger d'un poids, c'est pour marquer. Ma gorge s'est bloquée. Ils ont ajouté, on ne peut pas la ramener, mais on peut poser des conséquences. Je sais que mon père va me lancer ça à la figure très vite. Il a été informé officiellement par leur notaire pour éviter qu'il tente un recours plus tard. Alors j'ai préparé le terrain. Et comme j'ai douté toute la semaine, j'ai pris une décision, accepter une rencontre. Pas chez lui, je refuse de voir Nina faire sa propriétaire dans une maison où ma mère préparait des crêpes le dimanche. J'ai proposé un endroit neutre, en ville, à une heure où il y a du monde. Je veux dire ce que j'ai à dire. En face. Sans hurler cette fois-ci si je peux. Lui expliquer que ma décision n'est pas une crise, que je vais aller jusqu'au bout pour l'expulsion devant le tribunal judiciaire s'il le faut, que je ne l'appellerai plus papa, que je ne céderai pas la maison, que je ne couvrirai pas son image auprès de la famille, ni auprès de ses parents. Je ne sais pas si ça me fera du bien. Mais j'ai besoin qu'il entende de ma bouche la vérité qu'il esquive depuis le début. Tu m'as retiré ma mère, tu t'es retiré toi-même, et maintenant tu vas te retirer de sa maison. Après, je rentrerai chez ma tante, je mettrai le chauffe-eau en marche, je mangerai un croque-monsieur trop salé, je pleurerai dans ma douche, et je dormirai peut-être une heure de plus que la veille. Ce sera ça, ma victoire du moment. Et demain, je rappellerai l'avocate, je vérifierai le délai de l'huissier, je cocherai une case de plus. Pas spectaculaire, pas très cinéma, mais réel. Et le réel, en ce moment, c'est tout ce qui me tient. J'ai fixé le rendez-vous un jeudi à 18h, dans une brasserie près de Commerce à Nantes, endroit assez bruyant pour que ma voix se noie si jamais je craquais, assez passant pour que rien ne dérape. J'étais là la première, dos au mur, banquette rouge, un allongé devant moi que je ne buvais pas. J'avais dans mon tote bag une chemise cartonnée, mise en demeure de l'huissier, accusé de réception, coordonnées de mon avocate et un brouillon de requête au tribunal judiciaire. Oui, j'avais imprimé, ça me rassurait. Je me répétais, tu parles, tu te lèves, tu pars. Simple. À 18h07, ils sont entrés. Lui en veste bleu marine, chemise trop blanche, mâchoire serrée. Elle, Nina, un trench beige, un rouge à lèvres trop vif pour mes yeux et cet air de dame patronnesse qui va expliquer la vie à tout le monde. Il ne m'avait pas demandé s'il pouvait la ramener. Évidemment, il l'a amenée. Ils se sont assis en face de moi comme si c'était leur table.
Tu as bonne mine, a lâché mon père, comme s'il ouvrait une réunion d'équipe. Tu n'avais pas à venir avec elle, ai-je répondu. On avait dit nous deux. Il a levé les mains, on est ensemble, on gère tout ensemble. Et Nina a pris le relais, l'air concerné. On comprend que ce soit difficile. On voudrait tourner la page. Ta maman était très importante pour nous, tu sais. Et on voudrait que les gens le voient, que la famille reste unie. On a beaucoup réfléchi à la meilleure façon de faire. On. Le mot sonnait comme une sonnette d'alarme. Voilà, a enchaîné mon père, pragmatique. On s'est dit que la solution la plus simple et la plus visible, ce serait que tu viennes vivre avec nous quelques mois à la maison. On y serait tous les trois. Les gens verraient qu'on s'entend, que, il a réfléchi, que nous formons une famille. Et ensuite, quand tu auras fini tes études, tu iras travailler, et nous on pourra rester dans la maison. On la gardera vivante. Ta mère adorait cette maison, elle voudrait qu'on y crée de nouveaux souvenirs. Je l'ai regardé. Je crois que j'ai ri. Un petit rire sec qui m'a surprise moi-même. Tu veux que je t'aide à tenir la pause pour sauver ton image, et que je te laisse les clés en prime. C'est ça, le plan ? Nina s'est penchée vers moi comme on se penche vers un enfant. Écoute, ma chérie, je sais que tu souffres. Et je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'enfant. On s'est dit que si tu disais aux gens que tu me vois un peu comme ta mère, ça adoucirait les regards. On pourrait dire qu'on a toujours eu une relation mère-fille, que tu es contente de me garder auprès de toi. Moi, ça me ferait. Les larmes ont perlé, parfait Manuel, ça me ferait tellement de bien. Le temps s'est étiré. J'ai senti une fièvre me monter aux joues. Ma mère. Elle venait d'appeler le fantôme, au restaurant, entre un croque-monsieur et un steak frites qui passait à côté. Tu vas fermer ta bouche, ai-je dit très bas. Tu ne seras jamais ma mère. Ma mère est morte à cause de vous. Tu entends ? À cause de vous. Et si tu oses encore prononcer le mot maman en parlant de toi, je te jure que je me suis arrêté, j'avais envie de vomir. La serveuse s'est figée à 2 tables. Mon père a saisi l'addition comme un paratonnerre. Calme-toi, a-t-il dit. On peut arranger les choses. Tu présentes des excuses pour. Il a fait un geste vague, le scandale de l'église. Tu écris un message à nos proches pour dire qu'on est une famille, que tu es d'accord avec la situation. Tu viens de temps en temps à la maison, qu'on montre qu'on n'a rien à cacher. Et moi, je parle à mes parents. Je rattrape le coup, j'explique que tu as été influencé. Et pour la maison, on se met d'accord. Tu nous la laisses, et on te dédommage un peu, symboliquement. Ou alors, tu hérites d'autres choses quand mes parents partiront. Tu peux aussi renoncer à ta part si tu veux éviter les histoires. Il a souri, presque satisfait de sa négociation. On a fait des plans. Tu as fait des plans avec elle, ai-je corrigé. Des plans où je suis la figurante qui vient tenir le cadre pendant que vous posez. Tu veux que je mensonge pour te rendre ta réputation et que je t'offre la maison. Et tu veux que je répare avec papy et mamie, parce que tu as peur du mot déshérité. Il a blêmi un peu. Nina a voulu reprendre la main. On peut communiquer ensemble, si tu veux. On rédige un post sur Facebook. On met une photo de nous 3 dans le salon. On explique que tu es heureuse de nous voir reconstruire. Je crois que c'est là que j'ai explosé. Pas en pleurs. En mots. Je me suis entendu, fort, clair. Vous êtes les gens les plus abjects que j'ai rencontrés. Tu m'as volé ma mère, j'ai une tombe au lieu d'une voix, et tu veux une photo pour Facebook. Tu veux habiter la cuisine où elle faisait des crêpes le dimanche et faire semblant qu'elle vous bénit. Nina, tu t'es faufilée comme une voleuse dans la vie d'une femme qui te faisait confiance depuis l'enfance. Tu viens m'implorer de te remplacer ma mère parce que tu n'as pas d'enfant ? Tu n'auras jamais mon visage pour te racheter. Et toi, je l'ai pointé du doigt, tu vas sortir de sa maison. Je ne négocie pas un carré de carrelage avec toi. Tu reçois une mise en demeure, puis un constat de l'huissier, et si tu ne bouges pas, je vais devant le juge. Jusqu'au bout. La brasserie était silencieuse comme une église. On entendait seulement la machine à glace qui ronronnait. Mon père a tenté un « tu ne te rends pas compte ». Je l'ai coupé. Si, je me rends très bien compte. Je me rends compte que tu veux me reprogrammer pour être ta mascotte. Je me rends compte que tu m'as perdu. Et je me rends compte que tu penses encore pouvoir acheter la morale des autres avec 3 phrases propres et une chemise repassée. J'ai sorti ma chemise cartonnée. J'ai posé sur la table la mise en demeure, l'AR, la carte de mon avocate avec ses initiales au stylo. Je n'ai pas tapé du poing. Je n'en avais pas besoin. Il les a regardés comme on regarde une langue étrangère. Puis il a repris son rôle. Tu regrettes déjà. Je te connais. Tu es ma fille. Tu étais mon père, ai-je dit. Temps passé. J'ai glissé un billet sous ma soucoupe,
J'ai ramassé ma chemise, j'ai pris mon manteau. Nina a tenté une dernière carte en posant sa main sur la table. On a besoin de toi. Moi, j'ai besoin de ma mère, ai-je dit. Et comme je ne l'aurai plus, j'ai besoin d'un minimum de respect pour sa mémoire. Ça commence par ton silence. Je me suis levé. J'ai ressenti quelque chose comme une chute inversée, une légèreté un peu nauséeuse. En sortant, l'air m'a paru plus froid que quand j'étais entré. J'ai descendu la rue, j'ai traversé en regardant bêtement les lampadaires s'allumer deux par deux. À mi-chemin du tram, mon téléphone a sonné. Lui. Puis elle. Puis un numéro inconnu. J'ai bloqué. Un autre numéro inconnu. Bloqué. J'ai envoyé un SMS à mon avocate. RDV OK. Ils veulent garder la maison. On passe en phase 2 si pas libéré au délai. Elle a répondu en 3 mots. On tient la ligne. Je suis rentré chez ma tante. Elle avait fait une soupe de légumes et posé du fromage sur la table, avec du pain encore tiède. J'ai ôté mes chaussures, je me suis assise, je n'ai rien dit pendant 1 minute. Puis j'ai raconté, tout, sans détails inutiles, juste les phrases essentielles. Ma tante a serré ma main et a dit « On continue ». On a mangé en silence, avec la radio en fond qui débitait des infos absurdes sur un ministre et de la pluie pour le week-end. Le soir, dans la chambre, j'ai déroulé mentalement la liste de ce qui m'attendait. Constat si nécessaire, saisine du juge, peut-être un conciliateur si on me l'impose, achat d'un barillet neuf quand la maison sera libérée. Une part de moi voulait un feu d'artifice, des excuses qui font justice. À la place, j'ai une procédure, des délais, des papiers. C'est moins spectaculaire, mais c'est solide. C'est du réel. Et pour la première fois depuis des semaines, pendant 2 heures cette nuit-là, j'ai dormi sans cauchemar. Le lendemain, les appels ont repris, de nouveaux numéros, des SMS en rafale. Tu as fait une scène, tu nous dois la paix, on va parler à tes grands-parents. Bloqué, bloqué, bloqué. J'ai mis mon téléphone en ne pas déranger, j'ai pris le bus pour aller au cimetière, j'ai posé une anémone sur la pierre encore fraîche, et j'ai chuchoté, je tiens le cap. Le granit était froid, le ciel bas, mais je me suis senti droite. Ils avaient eu leur grand théâtre. Moi, j'aurais la loi, la porte qui se ferme, et le silence qui revient. Et ce serait suffisant. Pour l'instant.